Alors on peut dire que c'est un thème qui occupe beaucoup cette campagne, qui occupe beaucoup les opinions publiques d'Europe. Pas seulement la France, mais on voit dans beaucoup de pays cette poussée, appelons-le comme on veut, les mouvements populistes, les mouvements d'extrême droite, mais on voit que ce thème travaille. Je vous propose d'aborder les choses en 2 points, l'immigration illégale, puis l'immigration légale. En ce qui concerne l'immigration illégale, je propose de parler des bateaux. Ça n'est pas la plus grande source de l'immigration illégale, mais symboliquement, c'est un sujet très important qui frappe les esprits. Nous avons ici, sur ce plateau, 2 positions totalement antagonistes et puis beaucoup de nuances entre les deux. Ces positions antagonistes, ce sont celles de Raphaël Glucksmann, qui préconise un devoir de sauver, c'est inscrit dans votre programme pour ces européennes, un devoir de sauver en mer. Et celle de Jordan Bardella, qui préconise le refoulement systématique des bateaux. Alors je vous propose de commencer, Jordan Bardella, refouler systématiquement les bateaux qui arrivent sur les côtes européennes. Comment vous le faites? Est-ce que c'est un blocus naval? Est-ce que vous mobilisez les navires militaires? D'abord, j'aimerais dire que l'immigration est aujourd'hui pour nos sociétés et en particulier pour le peuple français une menace existentielle. De plus en plus de Français ne reconnaissent plus leur pays et parfois ont le sentiment de devenir des étrangers dans leur propre sol. L'immigration est une inquiétude majeure dont j'ai fait l'une des pierres angulaires de ma campagne. La première mesure que je formule et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État demain, mais nous défendrons cette idée évidemment au Parlement européen, c'est le refoulement systématique des bateaux de migrants qui accostent aujourd'hui sur les côtes européennes. Nous faisons face à une immigration de fait accompli. Aujourd'hui, lorsque vous mettez le pied dans un des États de l'Union européenne, le refoulement dans votre pays d'origine est interdit. Comment faites-vous? Il y a une agence de garde-frontière européenne en premier lieu, qui s'appelle Frontex. Frontex est, depuis plusieurs années, dans sa philosophie, non pas une police chargée de raccompagner les bateaux dans leur pays de départ et donc de protéger les frontières européennes, mais d'accueillir, de prendre en charge et ensuite, à la charge des dirigeants politiques des États membres, de répartir dans les communes, dans les villes et dans les villages français. Madame Ayé et Monsieur Macron ont fait adopter au niveau européen le pacte pour les migrations qui prévoit précisément soit la répartition de migrants dans nos communes, dans nos villes et dans nos villages, soit des sanctions financières. Par conséquent, moi je revendique le droit au refoulement, la mise en sécurité des bateaux et leur accompagnement dans leur pays de départ. J'ai derrière moi, Monsieur Pujadas... La mise en sécurité des bateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Si un bateau est surchargé, qu'il est sur le point de couler, comment faites-vous? Je vais y venir. J'ai derrière moi Fabrice Leggeri, qui est un préfet français, qui est l'ancien directeur de l'agence de garde-frontière européenne Frontex. Il a été débarqué par la Commission européenne précisément parce qu'il a tenté de renvoyer des bateaux après les avoir mis en sécurité dans leur pays, dans leur port de départ. Il faut que les Français qui nous regardent ce soir comprennent que pour l'Union européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. La commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne, qui est, pour que les Français comprennent, la ministre de l'Intérieur au niveau européen, a dit qu'il fallait accueillir 1,5 million de migrants en plus chaque année. Donc, l'immigrationnisme est un projet. Je considère que ça menace aujourd'hui nos modes de vie, notre sécurité, notre civilisation, évidemment nos comptes publics, et qu'il faut sur ce sujet un tournant. Et je souhaite parallèlement restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens, parce que Schengen est un projet européen. Le fait d'obtenir un titre de séjour en venant par exemple de Syrie ou de Libye, en Italie ou en Suède, ne doit pas vous donner le droit à circuler dans les différents États membres. Restons sur ce sujet précis des bateaux parce qu'il est symbolique. Que répondez-vous à Jordan Bardella qui dit qu'il y a une immigration de fait, donc il faut refouler tous les bateaux, vous qui préconisez un devoir de sauver? Ce que je note d'abord, c'est qu'en fait, moi je suis pour qu'on ait des frontières, mais pas qu'on ait des cimetières comme frontières. Et ce que je note, c'est que la mer Méditerranée est devenue le plus grand cimetière mondial. Il y a 50 000 morts en 30 ans. Et que c'est profondément inacceptable. Et que donc on doit d'abord organiser le sauvetage. Ensuite, on a des lois, des règles, un droit d'asile qu'il faut respecter. Et si dans ce processus où on a l'asile qui est rejeté, et s'il n'y a pas droit à d'autres titres de séjour, eh bien, nous ne sommes pas des no-borders, des sans-frontiéristes.
Mais la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord sauver ceux qui meurent en mer. Et c'est notre obligation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué depuis des années à l'idée que cette mer Méditerranée pouvait être un cimetière. Et moi, je m'y refuse. Comme je me refuse au slogan d'Estrade sur l'immigration zéro. Ce n'est pas un projet immigrationniste, ce que dit la commissaire. Ce n'est pas un projet immigrationniste. C'est simplement qu'elle note, les besoins des économies européennes. Elle note le fait que en Allemagne et partout ailleurs, on a besoin d'immigration. Et elle le note, d'ailleurs, comme le notent vos alliés politiques qui battent l'estrade pendant toutes les campagnes électorales pour expliquer blocus naval avec nous, il n'y aura strictement... Madame Meloni, par exemple, en Italie. Monsieur, en un an, le nombre d'entrées illégales en Italie a été divisé par 3. Qui a expliqué que ce serait l'immigration zéro et qui ensuite a invité 450 000 Si votre modèle, c'est Madame Meloni... Mais non, ce n'est pas mon modèle. C'est vous pour allez surprendre beaucoup de gens. Que ce n'est pas un projet immigrationniste de la Commission européenne, que c'est simplement la rencontre du réel et que c'est vital d'être réaliste. C'est-à-dire mettre fin à l'hypocrisie, à la fois à l'indignité de la transformation de notre mer en cimetière et au chaos de politique migratoire hypocrite, darwiniste, qui maîtrise absolument rien en Europe. 7% de chômage en France, monsieur Glucksmann. Marion Maréchal, pour vous aussi, c'est un sujet que vous mettez au cœur de la campagne. Pour moi et pour les Français, puisque c'est un des sujets majeurs de préoccupation aujourd'hui de nos compatriotes, pour des raisons évidemment à la fois économiques, sécuritaires, culturelles, identitaires. C'est une angoisse extrêmement forte et présente. Et moi, ce que je note souvent dans les discours à gauche, c'est une tentative de nous enfermer dans une forme de fatalité migratoire, de fatalisme migratoire. On essaye de pousser les Français au renoncement en leur expliquant que finalement, voilà, ces flux, d'une certaine manière, sont inéluctables et que donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est non pas de tenter de les réduire, de les réguler ou de les empêcher, mais c'est finalement d'accepter cet accueil qui s'impose à nous et tout au mieux de l'organiser en leur donnant simplement des titres de séjour. C'est plus ou moins d'ailleurs ce que nous propose Monsieur Glucksmann. Sauf que sur moi, cette question emblématique des bateaux, pardonnez-moi, mais juste je vais au bout de mon raisonnement. Moi, la mer ne doit pas être un cimetière. Je ne peux pas. Sauf que je pense que c'est la politique de fermeté qui est la meilleure manière et de dissuasion qui est la meilleure manière de protéger les vies en Méditerranée. Mais moi, je veux dire, je ne peux pas accepter qu'on accepte, par exemple, que Claire, qui a été violée par un migrant sous OQTF, se voit dire que finalement, il fallait juste pas être là. Ou que la mère d'Evelyne Reber, dont l'un des fils a été tué par un réfugié soudanais djihadiste, se voit opposer, écoutez, c'est la faute à pas de chance. Ou la belle-sœur de Fabienne qui a été massacrée et violée, là encore, par un étranger sous OQTF, puisse se faire dire c'est la vie. Voilà. Faut, finalement, les Français, accepter cette situation parce qu'elle est inéluctable. Je vous le dis, quand on a aujourd'hui, parce qu'on n'a que quelques chiffres, tout ça est très opaque, mais ils sont en tout cas éclatants. 77% des violeurs de rue à Paris, 77% des violeurs de rue à Paris interpellés qui sont étrangers. Je vous le dis, cette politique du laxisme et du faux humanisme a transformé le quotidien des Françaises en enfer. Voilà. Donc moi, je ne m'y résous pas. Et je considère que oui, l'Europe doit pouvoir apporter une réponse en complément, évidemment, de la réponse nationale. Et je crois que l'Europe doit défendre l'idée d'une triple frontière. Une frontière, évidemment, au niveau national, avec une réforme de l'espace Schengen réservée aux Européens, évidemment, une réforme du droit d'asile avec une refonte de la liste des pays sûrs, une frontière évidemment aux frontières physiques de l'Europe, c'est-à-dire en Méditerranée, avec, oui, Monsieur Glucksmann, la défense, et j'espère au Parlement européen que nous pourrons être aux côtés des pays qui veulent cette idée du blocus naval en Méditerranée pour en effet intercepter les bateaux et les rapatrier sur les ports d'origine, détruire les embarcations, évidemment, une fois qu'elles ont accosté, et arrêter avec des effectifs adaptés les trafiquants de migrants, défendre les accords avec les pays de départ à l'initiative de Giorgia Meloni, en effet, et qui ont fait la démonstration de leur efficacité, le financement, en effet, des infrastructures comme les murs demandés par les pays, et enfin, en dehors des frontières, le financement de centres d'accueil à l'extérieur de nos frontières européennes, le fait de conditionner, ça c'est très important, le fait de conditionner les aides au développement au fait que les pays bénéficiaires reprennent les clandestins dont nous ne voulons plus. On a essayé au niveau national. On a essayé. On ne l'a pas fait. Et évidemment qu'au niveau européen, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est quand même la moindre des choses. Pardonnez-moi, c'est quand même la moindre des choses. Et puis enfin, financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine. Puisque, je réponds maintenant à votre question, la meilleure manière de protéger des vies en Méditerranée, c'est évidemment de faire preuve de fermeté. Parce que quand vous faites des promesses, comme celle de l'Eldorado, comme celle d'une entrée clandestine qui aboutira à une régularisation, voire une naturalisation, au regroupement familial, à l'accès à des
risibles diverses et variées, évidemment, vous poussez les gens dans des tentatives désespérées qui aboutissent en effet à ce que la Méditerranée devienne un cimetière. Léon Desfontaines, sur ce sujet-là et sur cet exemple-là, qui est emblématique encore une fois, même si c'est pas je vous avoue, j'ai pas trop le mode compris. d'arrivée le plus important, mais Je vous avoue ne pas avoir compris le point de vue de Mme Maréchal quand elle dit faire preuve de fermeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a des bateaux surchargés qui sont sur le point de faire couler, preuve de fermeté, on les c'est laisse, en effet on les ne laisse pas faire couler, le on laisse taxi, mourir dans la Méditerranée. Ne pas faire le taxi C'est des cela, trafiquants non, mais de passeurs et répondez à ma migrants question, Mme pour les Maréchal. ramener sur les côtes européennes Répondez à pour ma question. qu'après il y en ait 10 fois plus, Madame monsieur Maréchal, Léon Desfontaines. Répondez à ma question. Parce que c'est ça la réponse. Répondez à ma question. C'est exactement Vous ce les que je laissez veux mourir dire. dans la elle vous Méditerranée. répond. Vous Laissez allez la réponse. intercepter ces bateaux et vous les rapatrier sur les côtes d'origine. Voilà, c'est très clair, non? Au lieu de faire le taxi et de les ramener vers les côtes D'arrêter Et européennes. vous la gauche proposez fait le d'arrêter jeu de des financer des passeurs, associations comme en fait. SOS Méditerranée, qui ont permis de Ah oui, sauver tout à fait. des dizaines de milliers de Qui se vies font les dans la mer complices. Méditerranée. Qui font les Madame complices des Maréchal, laissez-moi trafiquants. finir. sérieusement. Non, mais c'est vous qui me Laissez-moi coupez la finir. parole. Et donc aujourd'hui, sur la question migratoire, le fond du non, mais problème. attendez, c'est intéressant ce que vous dites sur SOS Méditerranée. Il y a une décision du Conseil d'État récemment sur la possibilité pour les Oui, qui est un collectivités scandale, locales d'ailleurs. de financer ces associations. Que répondez-vous à ça? Je réponds que c'est Madame un... Maréchal, Et on vous défend les les laissez mourir dans la Méditerranée, C'est un qu'est-ce que vous scandale, voulez? parce que M. Léon Sauve des Desfontaines, vies, il elle est très sauve des vies, content voilà que ce qu'il ces ONG aillent aujourd'hui se faire les taxis des C'est pas cela, trafiquants, sauver des vies, des Madame trafiquants d'êtres humains. Sauver des vies. Voilà, il trouve Pourquoi ça les formidable. complices Pourquoi les De voir ce complices, en business. quelques Bah mots oui, parce qu'excusez-moi, aujourd'hui, si vous voulez, tout cela est organisé. Voilà, il y a des filières professionnelles organisées de trafiquants d'êtres humains qui évidemment reçoivent ces répondre à personnes dans Madame des Maréchal. conditions désespérantes. Je vais répondre à Madame Maréchal. Un peu de dignité et d'humanité, là, hein. alimentent évidemment le trafic puisqu'ils vont les chercher et s'en servent Aujourd'hui- de taxi pour les ramener sur les côtes Aujourd'hui, ce qui européennes. favorise Et les donc- trafics, Madame Maréchal, donc la ce qui favorise les trafics, c'est ceux qui Monsieur mettent en Léon place Desfontaines, des blocus parlez maritimes. beaucoup de respect Plus depuis on le met début des de barrières, ce plus on... débat. Ah oui, mais Laissez vous êtes à répondre Léon 21 minutes, Desfontaines. 10 Donc, secondes. qu'est-ce que évidemment- vous voulez ? Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on propose zéro immigration, qu'on développe massivement des blocus maritimes, des grands murs, on finance les réseaux de passeurs. Mais on l'a Parce que jamais les fait, réseaux de monsieur passeurs Léon ont besoin de plus d'argent On l'a jamais derrière fait. pour pouvoir justement détourner les choses. Mais on l'a Moi, je veux dire jamais sur la fait. question migratoire, on a deux mensonges qui se confrontent. Il y a celles et ceux qui nous proposent, on a vu M. Bardella, Mme Maréchal, proposer zéro immigration. On a vu avec Giorgia Meloni, qui a été élue en Italie, sur un projet, Monsieur, blocus le maritime. contrôle- Plus aucun migrant rentre à Lampedusa ou régulation. sur le Non, sol laissez-le italien. parler. Résultat, M. Glucksmann l'a cité tout à l'heure, 450 000 migrants qui ont été régularisés En par 3 ans, Giorgia hein, Meloni. en 3 ans. Par C'est un Giorgia plan sur Meloni. 3 La ans. réalité, c'est que l'immigration, c'est un phénomène Non, s'il n'y a social. pas eu de La régularisation, question, vous c'est dites qu'est-ce n'importe qu'on quoi, en vous fait connaissez pas le sujet. non, non. Madame Maréchal, laissez-moi Laissez-le finir. parler. Un peu de Mais c'est pas une respect, un peu de régularisation. respect. Laissez-le parler. Le deuxième il est 23 sujet, heures, en même c'est que des frontières, sauf preuve du contraire, en effet, il y en a. Il y en a pour les personnes, mais vous avez tendance à l'oublier, il y en a aussi pour les capitaux et les marchandises. Et la question qui n'est jamais traitée sur la question migratoire, c'est qu'en effet, on se contente de dire qu'il faut donner ou non un titre de séjour. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est celui de l'accueil et de l'intégration. On doit accueillir avec dignité et humanité, Et la dignité avec des Français, fraternité. monsieur Mais Mme Léon Maréchal, Desfontaines. vous pouvez arrêter de couper La 30 dignité des secondes. Français. Vous pouvez arrêter de couper Non, 30 non, je vous secondes. dis parce que la Laissez-le dignité des terminer, Français, vous en Mario. Et donc, parlez je vais y jamais. venir. Laissez-le Aujourd'hui, terminer. ce que ne La sécurité des supportent pas Français les non plus. Français, ce que ne supportent pas les Français, c'est de voir des bidonvilles s'installer dans leur métropole. C'est souhaitable ni pour les riverains, ni pour les confirme. migrants aujourd'hui qui sont dans des bidonvilles littéralement comme ça. Il faut mener une politique d'intégration. L'intégration, ça veut dire arrêter avec ces bidonvilles. Député européen, je plaiderai justement pour la fin des bidonvilles. Comment Régulariser, on quoi. installe justement un véritable droit au logement pour l'ensemble des personnes qui jouent bah les oui, jeux on sur le ferait- territoire. on ferait des Français. Laissez-moi finir, sérieusement. Français, Sérieusement. allons-y. L'extrême droite, Terminez, Léo l'extrême droite, vous n'êtes Allons-y. même pas capable de Allons-y. me laisser finir C'est un l'extrême. débat. Donc Terminé. laissez-moi finir. Terminé. Merci. Et donc accueillir dignement, ça veut dire permettre à celles et ceux qui produisent les richesses de ce pays, celles et ceux qui tiennent parfois nos services publics à bout de bras, services publics d'ailleurs dont on a peu parlé ce soir. Eh bien, il faut qu'ils puissent bénéficier des mêmes droits que l'ensemble des autres travailleurs. Donc Bien. oui, l'intégration par le travail, ça passe Bien. par la régularisation des travailleurs sans papier. bah Ça oui. passe par des formations utiles, ça passe par des services publics qui permettent l'apprentissage, et notamment l'apprentissage du français si ce n'est pas Avec- cette langue avec- maternelle. Voilà le projet politique que nous portons. D'accord. Mais vous ne On vous a répondez pas à entendu. cela. Vous ne répondez pas aux Alors, bidonvilles je vous aujourd'hui confirme dans qu'on n'est votre pas projet pour la politique. régularisation, ça je vous confirme. Ni pour que les François-Xavier logements soient Bellamy, payés par les une Français. ça politique aussi. d'intégration efficace, c'est la réponse au problème migratoire? Moi, je ne sais pas tellement dans quel monde vit la gauche aujourd'hui. J'ai été il y a quelques jours à Mayotte. Vous parliez des bateaux. Mayotte, c'est l'exemple de ce que vit l'Europe, c'est l'exemple de ce que vit la France. L'incapacité à maîtriser nos frontières déstabilise toute la société. Et elle met en danger, évidemment, nos services publics, parce qu'aujourd'hui, Mayotte manque de tout. Les Mahorais manquent même d'eau. Ils n'ont plus accès à leur hôpital. Leurs écoles sont saturées. La vérité, c'est que quand on ne maîtrise pas ses frontières, on crée de la misère à grande échelle et du malheur à grande échelle. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui on a un devoir de sauver, et vous avez raison de le dire, Raphaël Glucksmann, alors il faut d'abord commencer par mettre fin à cette impuissance dans la maîtrise des frontières des pays européens. Parce que c'est cette impuissance qui fait la crise migratoire. S'il y a des gens qui meurent aujourd'hui en mer Méditerranée, et ça devrait nous empêcher de dormir, c'est pas parce que l'Europe a des frontières,
mais c'est parce que l'Europe n'a plus de frontières. Et c'est parce que tout le monde sait que si vous arrivez à mettre le pied sur le sol européen, y compris d'ailleurs grâce à ces réseaux qui effectivement complètent le travail des passeurs, beaucoup de gens arrivent à Mayotte avec les noms d'associations qu'ils ont dans leur papier parce qu'ils savent exactement comment fonctionnent les filières et ils ont payé pour ça. Si on se retrouve aujourd'hui dans cette situation d'impuissance, c'est ça qui fait que des gens risquent leur vie et parfois perdent leur vie en tentant d'arriver en Europe. Donc le vrai sujet, c'est comment on retrouve des frontières. Et nous, notre proposition, elle est très claire. Il faut que l'Europe assume de soutenir les pays de première entrée dans la défense de leurs frontières. C'est ça la solidarité européenne. Pas de répartir les migrants entre les pays européens, parce que ça, c'est gérer notre impuissance. Ça veut dire typiquement aider les pays qui, comme par exemple pour les frontières terrestres, la Grèce, la Bulgarie, la Pologne, les pays baltes ont demandé pendant des années à l'Union européenne de les aider à construire des murs à leurs frontières extérieures. Nous avons déposé un amendement pour que le budget européen puisse être utilisé pour cela. Vous l'avez combattu. La gauche, les macronistes, vous, Madame Hayé, vous disiez que c'était même une position ignoble. Moi, je dis que ce qui est ignoble, c'est de désarmer nos pays sur le sujet migratoire. Parce que c'est l'avenir de nos sociétés qui se joue. Et c'est l'équilibre du monde de demain. Et j'ajoute une dernière chose. Vous avez mis le débat sur la question... Dernière chose très rapide. Vous avez mis le débat sur la question de l'immigration illégale. Évidemment, c'est un immense sujet. Un sujet aussi de sécurité d'ailleurs. Parce qu'on sait que la porosité de nos frontières a favorisé aussi les opérations terroristes sur le sol de nos pays. Mais le vrai sujet aussi, pour un pays comme la France, c'est l'immigration légale. Parce que sous la responsabilité du gouvernement actuel, nous n'avons jamais accueilli autant d'immigration légale. Et c'est ça aussi, à la fin, qui contribue à la fragilité, à la tension, à toutes les fractures qui traversent nos sociétés. Je crois qu'il est temps de retrouver le sens de la réalité. Et malheureusement, ça supposera, évidemment, parce qu'on aura vécu cette expérience de l'impuissance pendant les années passées, ça supposera un changement de cap très profond en Europe, mais aussi en France. Alors, question directe, Marie Toussaint. Est-ce qu'il faut, sur le plan de l'immigration légale, avoir une politique plus restrictive, ou bien est-ce que vous pensez, comme Léo Desfontaines, que c'est une question de politique d'intégration ? Les deux, Monsieur Pujadas, mais je veux quand même dire qu'on vient d'assister à l'instant à une espèce de course à l'échalote de qui haïra le plus et de qui laissera des milliers de personnes mourir le plus. Et vous savez, on parle de la Méditerranée, de ce cimetière, là où l'Europe se rend coupable de non-assistance à l'humanité en danger. Bien sûr. Il se passe des situations similaires dans la Manche ou encore à la frontière franco-italienne, du côté de Briançon, où des personnes essayent de venir en soutien à d'autres pour éviter qu'elles ne perdent la vie. Mais on a appris aujourd'hui, ce dont on se doutait déjà, et on avait déjà vu des images, que lorsqu'on refoule, comme ils disent, les migrants vers leur pays de départ, et donc en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, de transit en Tunisie ou au Maroc, eh bien, les personnes qui fuient la persécution, la misère, la guerre, eh bien, ils sont à nouveau redéportés vers le désert. Et donc on a des photos avec des centaines de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont là dans le désert, sans boire, sans manger, sous des chaleurs d'hécatombe, et on a traité en rien les origines, les causes pour lesquelles ils ont fui leur maison. Et vous savez, Edmond Haraucourt disait « partir, c'est déjà mourir un peu ». Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi des personnes sont contraintes de partir de chez elles, justement pour fuir la persécution politique, en raison de leur orientation sexuelle. Parfois, tout le monde a le droit d'aimer qui il ou elle veut, pour des raisons de misère, de violence, et aussi les conséquences du dérèglement climatique, ces confinements climatiques, ces inondations qui ont fait des centaines de morts en Afrique ces derniers temps, mais même au Brésil. Et donc, prenons soin des causes, prenons soin des gens qui arrivent. L'Europe a été construite, encore une fois, pour tourner le dos au traitement dégradant infligé à d'autres êtres humains. Et donc soyons à la hauteur de ce projet européen, accueillons dans la dignité et oui, œuvrons à l'intégration. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on agit sur la politique d'intégration envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens, par exemple, oui, lorsqu'on résout la question du travail, oui, lorsqu'on résout la question du logement, eh bien ça se passe bien. On arrive à vivre ensemble et les personnes arrivent même à rentrer chez elles. Donc il est temps de sortir de cette course à l'échalote, de la guerre de tous contre chacun. On ne s'en sortira pas. Ça ne répondra à rien. Aucun des problèmes climatiques, sociaux, environnementaux. Par contre, ça se terminera en guerre civile et au retour des pages les plus noires de notre histoire. Valérie Hayé, est-ce que, quittons un peu la question des bateaux et basculons effectivement sur cette question de l'immigration légale. Est-ce qu'il faut se fixer pour objectif aujourd'hui de restreindre l'immigration légale ou est-ce qu'il faut au contraire l'augmenter parce qu'on estime que les besoins économiques sont là ?
Quelle est votre position? Vous me permettrez d'abord de dénoncer l'hypocrisie qu'il y a sur ce plateau ce soir. Moi, j'ai voté le pacte asile et migration au Parlement européen. Tous ceux d'entre vous qui venaient de vous exprimer juste avant moi, vous aviez une opportunité de sortir du statu quo. Vous aviez une opportunité de sauver des migrants en mer Méditerranée. Vous aviez une opportunité de réguler les flux de migration irrégulière. Vous aviez cette opportunité-là avec le pacte asile et migration que j'ai, avec mon groupe, négocié. Ma collègue Fabienne Keller est derrière moi. Elle l'a négocié et qui a été voté par le groupe PPE, la droite européenne, M. Bellamy, vous vous êtes mis en marge de votre propre groupe, et par la gauche européenne, M. Glucksmann. Vous vous êtes mis en marge de votre propre groupe également. Vous avez des opérations tout le monde. Attendez. Laissez poursuivre Valérie Ayé. En quoi ce pacte et ces textes, ils sont importants? Dites-nous en 2 mots pourquoi, selon vous, ils contribuaient à améliorer la situation. D'abord, les migrants qui souhaiteront venir en Europe seront enregistrés aux frontières de l'Union européenne. On prendra leurs empreintes, leur identité, on les enregistrera. Très vite, on regardera et on leur dira s'ils peuvent ou pas accéder au territoire de l'Union européenne. S'ils ne le peuvent pas, on les renvoie grâce à Frontex, que je souhaite d'ailleurs porter, dont je souhaite d'ailleurs porter le nombre d'agents à 30 000. Aujourd'hui, on est à 10 000, donc pour renforcer le nombre de gardes-côtes et de gardes-frontières. Et ensuite, pour les personnes qui ont droit à venir en Europe, à bénéficier du droit d'asile, eh bien, on les accueille mieux. Et on a une procédure européenne en matière de droit d'asile qui est prévue dans ce texte Asile et Migration. Et ensuite, pour répondre aux attaques des uns et des autres sur la question de la répartition, aujourd'hui, la France accueille un nombre important de demandeurs d'asile. Il y a un ensemble de pays qui n'assument pas leur part pour accueillir des demandeurs d'asile. Eh bien, moi, je souhaite, et ça va être l'objectif avec ce texte que nous avons voté, je souhaite que les Slovaques, je souhaite que les Roumains, je souhaite que les Polonais accueillent aussi davantage de demandeurs d'asile, c'est-à-dire les demandeurs d'asile qui viennent aujourd'hui, qui sont accueillis aujourd'hui par la France. C'est ça, ce mécanisme de solidarité. Combien de demandeurs d'asile déboutés sont reconduits chez eux? La punition financière. Mais juste, moi, je vais vous poser une question, madame. Les uns et les autres, j'ai une seule question à vous poser, madame. Posez votre question. La question, madame. Non, mais je vous ai dit que je vous donnais la parole après Valérie Ayé. Posez votre question. Ça fait 2 mois que j'essaie d'obtenir la réponse. Est-ce que vous considérez, madame, qui représentait aujourd'hui le président de la République, si oui ou non il y a trop d'immigration en France? Mais monsieur Bardella. Non, mais c'est simple, oui ou non? Est-ce que vous me permettez de répondre quand même? Si on parle d'immigration irrégulière, évidemment qu'il y en a trop. Par définition, elle est illégale. Mais et moi, je cherche légale à la réguler. Vous n'avez pas voté le pacte asile et migration. Et non, je ne l'ai pas voté parce qu'il accélère l'immigration. Et vous avez réussi à mécontenter tout le monde. Les pro-immigration, les le jeu des passeurs, monsieur Bardella. Et au fond, vous ne voulez pas régler la question de l'immigration irrégulière parce que c'est plus de voix. Vous faites votre beurre électoral là-dessus. Vous aviez une opportunité en or de répondre à cette question. Je ne veux pas, madame. Et à ne plus je ne veux pas voter votre mettre texte. dans les mains et si c'était à refaire, je le referais. Aujourd'hui, vos alliés, Giorgia Meloni, elle appelle l'Union européenne à la rescousse. Les Brexiteurs avaient dit, avec nous, on règle tout, plus d'immigration. Ils ont fait adopter la première mouture de votre loi immigration, madame. Aujourd'hui, c'est dommage pour vous parce que vous ne semblez dans cette campagne maîtriser aucun des sujets européens. C'est dommage pour vous. J'ai une question pour vous. Alors j'entends parler de triple frontière. Je suis intéressée par la manière dont vous pourrez nous expliquer cette triple frontière. Mais moi, monsieur Bardella, je n'ai toujours pas compris votre idée de double frontière. Ça vous aurait donné des idées, je pense. Vous me parlez aéroport, mais ça existe déjà les contrôles dans les aéroports. Donc expliquez-moi concrètement. Madame, on a débattu ensemble il y a 3 semaines. Vous m'expliquez qu'il n'y avait pas d'aéroport entre la France et l'Italie. Donc on progresse. Comment vous mettez votre double frontière avec une frontière terrestre entre l'Italie et la France, entre la France et l'Espagne, des centaines de kilomètres de bouchons. Vous allez contrôler tous les Français. Dans quel monde vous vivez, madame? Pour vérifier si oui ou non ils ont le droit. Ils ont le droit ou dans pas le code Schengen, le renforcement des contrôles aux frontières. Et c'est si vrai que l'Allemagne, qui a mis en place des contrôles stationnaires, non pas permanents, évidemment, mais qui a renforcé ses contrôles aux frontières. Bardella, c'est zéro immigration. Laissez-moi vous répondre, madame. Expliquez-nous. Madame, laissez-moi. Mais vous avez beaucoup parlé en même temps, l'Allemagne, Bardella. C'est votre thème de prédilection, que vous avez besoin de déverser votre. Voilà, mais. Laissez répondre Jordan Bardella et on donne la parole à Manon. Comment vous faites pour contrôler entre la France et l'Italie, pas les aéroports? L'immigration, ça je vous le concède. Ça, je vous le concède. Un peu de respect, monsieur Bardella. Expliquez-nous votre double frontière. Madame, on a bien compris sur la question de l'immigration.
Vous n'aviez pas compris ce qui était en train de se passer et les souffrances qui étaient infligées aux Français par votre politique d'immigration, notamment sur nos comptes publics, sur leur sécurité ou sur leur identité. Donc oui, je refoule aux portes de l'Union européenne les bateaux de migrants après les avoir mis en sécurité pour les raccompagner dans leur pays de départ. Oui, je renforce les contrôles aux frontières nationales, madame. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne, en quelques mois, a fait chuter de 40% le nombre d'entrées illégales. Comment vous assurez zéro immigration irrégulière? C'est votre grande promesse. Manon Aubry, s'il vous plaît. Merci pour cet échange. Manon Aubry, est-ce que la question, c'est en ce qui concerne l'immigration légale, est-ce que vous estimez à votre tour qu'il faut la maintenir, qu'il faut chercher à la réduire ou qu'il faut l'augmenter s'il y a des besoins de l'économie? On vient, Monsieur Pujadas, d'assister à un terrible commerce, à un commerce des peurs. Et en réalité, vous avez Monsieur Bardella et Madame Hayet, mais en France, ils ont voté la même loi immigration. Et le pacte asile-immigration en Europe s'inscrit exactement dans la même lignée. Et pourquoi il est problématique? Pour répondre à Madame Hayet, il est problématique parce que, d'abord, il est inhumain. On a transformé notre mer Méditerranée en cimetière et à aucun moment ne se pose la question d'un sauvetage en mer Méditerranée. Pire encore, on va enfermer des enfants. Pire encore, on donne un blanc-seing à l'agence de Frontex qui a été présidée par M. Légéry. Vous avez menti, M. Bardella. Si M. Légéry a dû quitter l'agence Frontex, c'est parce qu'il y a eu une enquête de l'agence anticorruption, l'OLAF, qui poursuivait M. Légéry. Aussi, vous maîtrisez mal les dossiers européens, manifestement. Qui, par ailleurs, fait l'objet de poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité. Oui, M. Bardella, j'assume de le dire, vous avez du sang sur les mains. Et ensuite, ce pacte asile-immigration, il est aussi inefficace. Parce qu'à aucun moment ne s'est posé la question d'un devoir de coopération entre les États membres. Oui, c'est vrai, on laisse les États du sud de l'Europe seuls face à la gestion des exilés. Et pire encore, plutôt que d'avoir un mécanisme obligatoire de répartition en Europe, on a aujourd'hui la possibilité pour ces États européens de financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Eh bien, moi, j'assume de dire, contre ce commerce des peurs, contre cette Europe des barbelés, oui, on peut défendre de la solidarité, de la dignité, un accueil digne, du sauvetage en mer, parce que non. Il faut ouvrir les frontières. Comme le migrant tunisien qui est passé par Lampedusa et qui a tué 3 Français dans la basilique de Nice. Je ne dis pas qu'on ouvre les frontières. Migrant tunisien, Lampedusa. Mais 3 morts. C'est eux qui ont du sang sur les mains. Je vous ai donné la parole tout à l'heure et vous êtes très en avance sur le temps de parole. Vous voyez le niveau du débat démocratique. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez renvoyer, par exemple, vous voulez renvoyer des Syriens? Vous les renvoyez à qui? À M. Bachar el-Assad? À Daesh? Vous voyez que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une politique qui est pragmatique et qui est humaine. Et cette humanité, cette dignité, elle a quitté depuis bien longtemps le débat politique sur les questions migratoires. Et le fait de m'être exprimé en dernier ici, cette course à la concurrence de celui qui sera le plus raciste, le plus xénophobe, avec des amalgames qui sont faits, y compris contre certains de nos compatriotes. Moi, je ne les supporte pas. Et la porte qui a été ouverte avec ce pacte, je conclue. J'assume de la dignité, j'assume de l'humanité. Et ce que nous ferons en Europe, c'est assurer à la fois une coordination entre les États membres, un accueil digne, mais aussi agir contre les causes des migrations. Parce que je le dis, on ne quitte jamais sa terre, son territoire, par gaieté de cœur. On ne monte jamais sur un bateau à la dérive, au péril de sa vie, comme on monte sur un bateau de croisière. N'en déplaise à ces agents de malheur que j'ai juste à côté de moi et qui sont l'extrême droite. Oui, je vous montre du doigt parce que vous en êtes coupable, madame. Non, vous êtes coupable de la mort des Français, de la mise en insécurité des Français. C'est le moment, s'il vous plaît. C'est le moment. Vous avez chacune eu la parole. C'est le moment de conclure. Oh, mais vous m'obligez encore à faire la police. Vous m'obligez encore à faire la police. C'est le moment de conclure. Et là encore, nous avons procédé à un tirage au sort. Vous n'allez pas avoir le même temps pour conclure. On va essayer de se caler. Il n'y aura pas un temps de parole exact à la seconde près, mais on va essayer d'être dans la même minute. Donc François-Xavier Bellamy, c'est vous que le tirage au sort a désigné pour conclure le premier. Vous êtes en avance sur les temps de parole, donc calez-vous, s'il vous plaît, sur 40 secondes, pas plus. J'espère que cet échange aura éclairé les Français sur les vrais enjeux de l'élection européenne. Parce que je vois qu'aujourd'hui encore, dans le débat démocratique, on essaye de leur expliquer que le sujet, c'est le retour du second tour éternel entre M. Macron et Mme Le Pen. Le vrai sujet de cette élection, c'est le débat qui se structure au Parlement européen entre la droite et la gauche européenne. Et aujourd'hui, beaucoup ont partagé leurs idées, leurs avis, leurs projets, mais nous avons la responsabilité, nous, la droite française, de pouvoir mettre en œuvre le projet qui permettra à l'Europe de se reconstruire
et de rendre aux Français les moyens de maîtriser leur destin. Parce que nous appartenons au PPE, qui est la première force politique européenne qui demain va diriger l'Europe, parce qu'elle aura la majorité aussi bien dans les gouvernements européens qu'au Parlement européen et à la Commission européenne. Et donc, le changement de cap dont l'Europe a vraiment besoin, c'est nous qui pouvons le porter. C'est nous qui pouvons faire entendre la voix des Français demain au Parlement européen. Pendant 5 ans, les macronistes auront fait la politique de la gauche et le Rassemblement national aura fait la politique de la chaise vide. Ils ont gagné l'élection européenne en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour la France ? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français ? Je crois qu'il faut tirer le bilan aujourd'hui de cette dernière mandature et constater que tous les combats nécessaires pour le pays et pour l'Europe, ils auront été menés au sein de la droite européenne. C'est cette droite que je veux reconstruire pour faire en sorte que demain, elle puisse faire gagner la France au Parlement européen. Valérie Ayé, c'est à vous de conclure. Ben vous avez, si vous le souhaitez, 2 minutes. Alors effectivement, ce débat, j'espère qu'il aura permis de clarifier les positions des uns et des autres. On est dans un moment important, probablement les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. Et l'Europe, elle est mortelle. Elle est mortelle. Il y a des puissances extérieures qui nous menacent. On a parlé beaucoup de la Russie. On a un risque de décrochage économique qu'on a évoqué également. Mais si on prend les bonnes décisions, on peut continuer et préserver le projet européen qui a été le nôtre. Alors évidemment, l'Europe, elle n'est pas parfaite et on doit continuer à la transformer, à la réformer. Mais ensemble, on peut créer cette défense européenne pour créer les conditions de notre sécurité. On peut et on doit créer les conditions et investir massivement sur les secteurs qui sont stratégiques et qui feront de l'Europe un leader demain. Et on peut et on doit créer demain, d'ici à 10 ans, le vaccin contre le cancer, le traitement contre la maladie d'Alzheimer. Ces maladies qui nous frappent tous et toutes dans nos familles. C'est ça l'Europe que je porte. Et avec mon groupe politique, nous sommes le groupe sans lequel aucune majorité n'est possible. Nous sommes le groupe le plus influent au Parlement européen. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui avec l'influence de la France qui va se jouer sur le prochain mandat. Donc faites-nous confiance. Marie Toussaint, c'est à vous de conclure. Vous aussi, vous avez un peu de temps. Vous prenez le temps que vous souhaitez. Bon, vous n'allez pas, faites pas 3 minutes, mais vous avez... 5 minutes. Non, merci. Au moment de conclure cette émission, j'aimerais vous appeler à ne pas vous tromper d'élection. Parce que le 9 juin ne se joue pas cet éternel remake du duo, et non pas duel, mais bien duo Macron-RN. Ne se joue pas non plus la 4e élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon ou encore un référendum pour ou contre le retour de François Hollande. Non, le 9 juin se joue une question cruciale pour l'avenir de l'Union européenne. L'Union européenne traverse un moment charnière. Ce grand projet de paix et de prospérité partagée doit redessiner son destin. Alors, ne sombrons pas dans le repli sur soi, dans la gangrène identitaire, dans l'extrême droite qui veut porter atteinte à vos droits, aux droits des étrangers, c'est vrai, mais aussi aux droits des femmes, aux droits de toutes et tous, qui va laisser exploser la précarité et laisser partir l'économie à feu et à sang. Plutôt que ce repli identitaire, il faut choisir la transition écologique dans la justice sociale. Alors c'est vrai qu'on en a peu parlé ce soir, du climat un petit peu, de la biodiversité pas du tout, et pourtant elle s'effondre, les insectes disparaissent, les glaciers fondent, nos rivières et nos sols sont pollués et tout ça porte atteinte à votre santé. Mais nous pouvons nous reprendre en main. Avec ce grand projet européen, avec ce projet de transition écologique dans la justice sociale, oui, nous pouvons encore sauver les glaciers et les océans, protéger notre santé et notre qualité de vie, investir dans des énergies d'avenir et réparer ce qui a été abîmé. Mais pour cela, il faut un nombre important de députés écologistes au Parlement européen dans la prochaine mandature. Alors, le 9 juin, ne vous trompez pas d'élection, je vous fais confiance pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies. Votez Europe Écologie. Manon Aubry, c'est à vous de conclure. Vous avez grosso modo 1 minute 30. En conclusion de ce débat, je voudrais parler d'un sujet qui n'a pas été abordé, et je le regrette, qui est rarement mis à l'agenda des débats télévisés, qui est la question du droit des femmes. Et avec la liste que je conduis de la France Insoumise, nous continuerons d'en faire une priorité au Parlement européen. D'abord pour agir contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a moins d'1% des auteurs de viols en France et en Europe qui sont condamnés pour la justice. Je me suis battue pendant tout le mandat pour avoir une définition commune du viol à l'échelon européen comme une absence de consentement. Parce que oui, une relation sexuelle sans consentement
est un viol. Et devinez qui s'y opposait? Valérie Hayer, Emmanuel Macron, avec leurs meilleurs alliés, Viktor Orban, le Premier ministre d'extrême droite hongrois. Eh bien, nous nous battrons pour faire en sorte d'avoir une définition commune du viol à l'échelon européen. Ensuite, nous inscrirons le droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux contre l'extrême droite qui le remet partout en question, en Italie, mais aussi ceux qui sont juste à côté de moi et qui ne votent jamais pour défendre le droit à l'avortement. Et enfin, on obtiendra un congé parental à égalité entre hommes et femmes et bien mieux indemnisé. Ne vous trompez pas, le 9 juin prochain, il se joue aussi notre capacité à opposer une résistance, à opposer une alternative à une extrême droite qui est raciste, qui est sexiste, qui est xénophobe. Alors je compte sur vous le 9 juin prochain avec la liste de la France Insoumise. Donnez-nous la force de tout changer. Marion Maréchal, c'est à vous de conclure. Oui, Vous j'aimerais... avez 30 secondes. M'adresser en particulier aux électeurs de droite, aux électeurs du Rassemblement national, en leur disant déjà que c'est une élection proportionnelle à un tour. Pour avoir des élus, il faut faire 5%. Il n'y a pas de vote perdu, pas de vote inutile aux élections. Et je considère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella est sûr d'être élu, avec de nombreux élus derrière lui. Donc ça n'est pas un élu de plus qui fera la différence, en particulier dans leur groupe isolé. Et puis pour ceux qui seraient tentés par les élus, par le vote Les Républicains, je tiens à leur dire qu'aujourd'hui, voter LR, c'est voter pour Céline Imar, numéro 2, qui est pour la régularisation des clandestins. C'est voter pour Nathalie Collin, numéro 8, qui inaugure des mosquées nationalistes turques, islamistes, miligorusses à Metz. C'est voter pour Brice Hortefeux. Tout est vrai, tout est sourcé, j'ai tout à votre disposition. Voter pour Brice Hortefeux, qui vote pour l'extension de la GPA et notamment le certificat de filiation, ou même Madame Anne Sanders, qui est numéro 10 et qui fait des colloques avec le Fémiso, que vous dénoncez pourtant vous-même, qui est proche des frères musulmans. Et donc le 9 juin, je vous invite à voter pour une droite de conviction, une droite qui ne baissera pas les yeux, qui ne vous trahira pas et qui ne vous décevra pas. Merci. C'est maintenant à votre tour, Léo Desfontaines, de conclure. Vous avez un peu de temps, vous avez 2 minutes 30. C'est ma première élection en tant que candidat aux élections européennes. Et ce que j'observe, c'est que depuis 15 ans, depuis que je me suis engagé en politique, la gauche est captive entre deux blocs. D'un côté, le bloc outrancier et polémiste, et de l'autre, le bloc libéral, celui des sociodémocrates qui, au Parlement européen, ont voté pour le retour des règles austéritaires qui ont pour conséquence que les fonctionnaires, aujourd'hui en France, sont si mal payés, qui travaillent dans des conditions si désastreuses. J'ai 28 ans, je suis la plus jeune tête de liste à ces élections européennes et je souhaite aujourd'hui écrire une nouvelle page pour la gauche. Écrire une nouvelle page avec l'ensemble des électrices et des électeurs de gauche qui se sentent aujourd'hui orphelins et surtout qui veulent refaire de la question sociale leur priorité. La défense des travailleurs, du travail, de la réindustrialisation, la défense de notre souveraineté alimentaire. Cette gauche qui sera capable de défendre l'ensemble des services publics, ces enseignants qui aujourd'hui sont si mal payés dans nos services publics. Mais cette gauche qui n'est pas sectaire, celle qui va aller à la reconquête de l'électorat populaire, celle qui va aller monter frontalement contre le Rassemblement national pour montrer ce qu'il est réellement, un faussaire de la question sociale. Oui, aujourd'hui, je souhaite m'adresser aux électeurs de gauche, aux abstentionnistes, mais aussi aux électeurs du Rassemblement national, leur dire que le Rassemblement national vote main dans la main avec Valérie Hayer pour le même projet économique et social. Alors si l'ensemble de ces électeurs veulent écrire cette nouvelle page de la gauche, il est temps de voter et de faire voter massivement pour la gauche unie pour le monde du travail. Si vous permettez à notre liste de dépasser les 5%, ça sera mécaniquement 5 élus en plus pour la gauche et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Donc le vote utile, le vote intelligent, c'est le vote pour la gauche unie. Et il reste 2 conclusions. Raphaël Glucksmann dans un instant. Et d'abord, vous, Jordan Bardella. Alors, si on regarde les temps de parole, vous avez 10 secondes, 10-15 secondes. Ah, il faut faire court. Alors, je veux m'adresser à tous les Français qui nous regardent et qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays. Allez voter le 9 juin. Ne dispersez pas vos voix. Donnez de la force à un parti politique, le mien, qui peut ouvrir la voie de l'alternance en France comme en Europe. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je vous propose de renouer avec le temps de l'espérance. Le 9 juin, je compte sur vous. Raphaël Glucksmann, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Votre conclusion. Alors, oui, regardons les temps. Vous avez un peu de temps, vous avez presque 2 minutes. Depuis des semaines et des mois, une espérance grandit. La gauche humaniste, pro-européenne, qui assume le projet européen, n'est pas morte. La gauche de Jacques Delors, de Robert Badinter est bien vivante. Et nous portons cet espoir. Alors nous savons que les temps seront extrêmement difficiles.
et qu'il nous faudra être non pas des démocrates de confort au Parlement européen, mais des démocrates de combat. Et avec l'ensemble des femmes et des hommes qui composent cette liste, nous nous engageons à mener la résistance au Parlement européen. Oui, la résistance. La résistance à cette vague d'extrême droite qui est en train de s'abattre sur nos nations. Et au Parlement européen, partout où ils chercheront à saper l'aide à la résistance ukrainienne, nous serons là. Partout où ils chercheront à s'attaquer aux droits des femmes, comme ils le font à chaque fois, nous serons là. Partout où ils chercheront à s'attaquer aux droits des minorités, partout où ils chercheront à forcer quelqu'un à baisser la tête pour ce qu'il est, nous serons là. C'est une certitude. Dans les temps de tumulte, il faut des gens capables d'avoir un cap clair et de maintenir une attitude de fermeté à toute épreuve. Ce que nous pensions acquis, la démocratie, la paix, se révèle extrêmement fragile. Et cela nécessite de nous un investissement infiniment plus grand dans la sphère publique. Donc je vous invite à non seulement voter le 9 juin, mais à vous investir dans cette campagne, à vous investir dans la vie publique, à devenir des citoyens extrêmement actifs, parce que la démocratie est en péril et elle ne survivra pas à notre commune inaction. Ensemble, nous réussirons à faire de l'Europe une puissance démocratique, une puissance humaniste, une puissance féministe, une puissance écologique. Merci Raphaël Glucksmann et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Quelques débordements, mais globalement, le contrat a été rempli pour un débat qui cherche encore une fois à vous éclairer. Il n'y a qu'un seul mot de la fin, c'est de vous dire... Votez. Comme on disait autrefois, les vieux slogans, votez, votez pour qui vous voulez le 9 juin, mais votez. Quelques remerciements sous la houlette de Fabien Amias, de ceux qui ont monté cette émission, Bastien Morassi à la rédaction en chef, Quentin Briand à l'édition, Richard Joulot à la réalisation, Johan Saillon à la direction artistique, Laurie Madil à la coordination des invités, de vous-même, et Tiffany Mochet qui m'a beaucoup aidé. Voilà, tout de suite, vous retrouvez Éric Brunet et Émilie Broussoulou pour le débrief, comme on dit en bon français. Merci et bonsoir. Merci David Pujadas. Nous, Émilie et moi, bonsoir Émilie. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Nous ne vous remercions pas du tout, car à cause de vous, David, nous allons nous coucher tard, ainsi qu'à cause des 8 têtes de liste qui étaient avec vous, les 8 principales têtes de liste. D'ailleurs, mesdames, messieurs, si vous prenez LCI en cours, sachez que cette grande confrontation était en direct, qu'elle a commencé ce soir à 20h30 exclusivement sur LCI et que ça a été dur, il a fallu la monter et c'est pour ça que Fabien Amias et Bastien Morassi ont été remerciés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce grand rendez-vous? Il n'y avait pas toutes les têtes de liste parce qu'il y avait une toute petite liste. C'était les 8 candidats des principales listes qui ont débattu ensemble pendant plus de 3 heures sur LCI et c'était la première fois, voilà, donc ils ont choisi LCI. Alors, autour de la table, nous saluons Laurent Alexandre. Bonsoir Laurent. Bonsoir Eric. Nathalie Chuc est avec nous. Bonsoir Nathalie, grand reporter. Vous publiez Les naufrageurs, comment ont-ils tué la politique, puisque c'est en lien avec notre sujet. Et qui sont les naufrageurs qui ont tué la politique dans votre livre? 40 ans de décideurs politiques qui ont fait des trous dans la coque. On va en parler, on va pas parler de votre livre, mais on va en parler bien évidemment de notre... Si vous voulez, on peut faire une demi-heure sur votre bouquin. Je suis prêt à toutes les compromissions, ça n'est qu'une histoire d'argent. Guillaume Roquette est là, du Figaro Magazine. Bonsoir Guillaume. Nous sommes avec Didier François. Heureusement que vous êtes là Didier, parce qu'on va beaucoup parler de politique internationale. D'ailleurs, ça vaut mieux parce que la politique intérieure, c'est pas vraiment mon sujet. Didier, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ces têtes de liste politiques qui sont capables de tout faire dans une émission comme celle-là, y compris de la démagogie, du poujadisme, est-ce qu'ils vous ont semblé sur les questions Ukraine, Proche-Orient, à la hauteur? J'ai pas trouvé qu'il y ait énormément de dérapage. Par exemple, il n'y a pas eu sur la question de Catherine, tu es d'accord avec moi, ça a été plutôt de bonne tenue. Après, on connaît les positions de chacun, mais j'ai pas vu de grosses contre-vérités ou des erreurs, comme on en a pu en avoir sur le nucléaire, etc. Ça a été... Nicolas Domnac est avec nous, éditorialiste politique à LCI. Catherine Gentil de Cannes-Code, éditorialiste internationale à LCI. Même question. Est-ce que sur les questions internationales, ils ont été naïfs, immatures ou plutôt à la hauteur?
Non, moi je trouve qu'ils étaient plutôt assez investis dans les sujets en question, qu'on a compris toute l'importance quand même qu'ils accordaient à ces questions, que ce soit l'Ukraine ou le Proche-Orient, et qu'on sentait que c'était vraiment un des axes qui allait compter dans cette campagne et donc dans le vote du 9 juin. Une contre-vérité, pardon, quand même, hein, quand Valérie Ayé a accusé les socialistes d'avoir voté contre la politique de défense en visant Glucksmann, alors qu'en fait ils ont voté pour la politique. D'accord. Enfin, elle parlait de la loi de programmation. Oui, de la loi de programmation militaire. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, les amis, alors... Avant d'ouvrir le volet Ukraine-Russie. Oui, avant de dire, Nathalie Chuk, vous allez ouvrir le bal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, première... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qui a gagné? Qui vous a semblé le plus saillant ce soir, le plus intéressant, le plus savoureux, le plus séduisant?